ouvrez un magazine, vous ouvrez vos réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit le cinéma, que ce soit les campagnes d'affichage, vous voyez toujours le même corps. En fait, l'injonction à la minceur, elle a quelque chose de très pratique, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on ne sera heureuse ou heureux que si on est mince. Et donc à partir de là, tout est à reporter à plus tard. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et la santé, ce n'est pas vivre dans la peur de manger, c'est ce que nous allons voir ce matin avec mon invité qui s'appelle Zina Mektoub. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Contrairement à ce que je vous avais dit, je l'ai mal prononcé. Oui, c'est vrai, c'est Mebkout. C'est Mebkout. Et vous avez un moyen mémotechnique pour le retenir. C'est Mebkout-moi bien. Bon, voilà. Parce qu'il y a un H qui est mal placé, ça me perturbe. Il est très bien placé, mais je comprends qu'il vous perturbe. Ben non, parce que ça fait re. Ben oui, ouais. Mebkout, c'est la vraie prononciation. Ah, donc ça c'est la vraie prononciation, voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé comment se prononce votre nom. Pour nos auditeurs et nos auditrices, Zina Mektoub, enchantée, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Parce que vous avez une maman d'origine algérienne. J'ai ma maman et mon papa. Parce que vous parlez surtout de votre maman dans votre livre. C'est vrai. Donc, vous verrez, c'est un sujet qui est assez féminin. Oui, je ne savais pas que votre papa avait... mais voilà, j'avais bien localisé votre maman qui vous disait toujours qu'il fallait jamais repartir de la maison avec une assiette vide. Absolument. Et vous en avez fait un principe, en fait, que vous aimiez bien. Tout à fait. Alors, vous êtes coach et thérapeute spécialisé dans l'alimentation intuitive. Vous nous expliquerez ce matin ce que c'est que l'alimentation intuitive. Vous avez vécu, écrivez-vous, 20 ans avec des troubles du comportement alimentaire de vos 15 ans à 35 ans, mais vous avez fait votre premier régime à 8 ans. Mm-hmm. C'est un pédopsychiatre qui vous avait mis au régime. Alors, pédiatre. Un pédiatre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il vous avait mis au régime ? J'étais dans la partie haute de la courbe et par prévention, c'était bien de faire attention. Et faire attention, ça voulait dire régime hypocalorique. Voilà. Et vous avez grandi à partir de cet âge-là sous la surveillance de ce que vous appelez le tribunal familial. C'était quoi les gens C'est ça, mais c'est vous qui utilisez l'expression. Oui, c'est pas que le tribunal familial, c'est tout le monde. C'est qu'à partir de là, la moindre bouchée était épiée. À partir de là, se resservir, même avoir faim, ça pouvait donner lieu à des réflexions ou à des soupirs. Du genre ? Du genre, tu vas te resservir, t'es sûr que c'est bon pour toi ? Est-ce que c'est raisonnable ? Mais t'as pas envie d'être comme toutes les jeunes filles de ton âge, jolie, d'avoir un petit copain ? Et tout le monde, à partir de ce moment-là, a eu le droit d'avoir un avis sur ce que vous mangiez, en gros. Absolument. C'était ça. C'est en avançant sur votre propre chemin de guérison que vous avez découvert des outils précieux qui vous ont non seulement aidé à vous reconstruire, mais aussi donné envie de vous reconvertir pour accompagner aujourd'hui des gens qui souffrent de troubles. Hein. Et vous avez une approche qui combine des outils variés, l'éducation thérapeutique de la personne, ETP, l'alimentation intuitive, l'analyse transactionnelle et les thérapies systémiques. Tout ça, on le retrouve dans le livre que vous publiez, qui s'appelle « Manger sans culpabiliser » chez Solar. Culpabiliser. Et vous expliquez comment la culture aujourd'hui ambiante nous amène à culpabiliser dans ce que nous mangeons. Absolument. En fait, on est entouré de petites phrases bienveillantes, mais pas si évidentes, comme en fait, tout cet ensemble de règles sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour maigrir ou rester mince, c'est ce qu'on appelle la culture des régimes. Vous voyez cette petite culpabilité que vous ressentez quand vous avez envie d'un croissant le matin, quand vous vous réjouissez des fêtes de Noël et que vous vous réjouissez de manger certaines spécialités, et bien ça, c'est déjà le fruit de la culture des régimes. Alors, j'ai appris dans votre livre qui avait inventé le point de départ de cette culture des régimes. Je ne le savais pas du tout. Donc, c'est un livre. Hein, Lulu Hunt Peters, nutritionniste américaine. Qu'est-ce qu'elle fait, Lulu ? C'est elle qui a conceptualisé le principe des calories. En 1918. Exactement. Donc elle a publié un livre. Ouais. À ce moment-là, on est au sortir de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que déjà, faire un effort sur la nourriture, c'était vu comme un effort de guerre. Parce que tout le monde n'avait pas accès à la nourriture comme il ou elle voulait pendant la Première Guerre mondiale. Finalement, on était déjà dans cette ambiance de restriction. Puis, l'abondance est arrivée. Et du coup, forcément, les personnes ont commencé à grossir. Et là, super bonne idée de Lulu Hunt Peters. Attention, faites attention à vos calories. Vous avez une possibilité de maîtriser votre ligne, de compter ce que vous mangez, de vous priver, et grâce à ces conseils, vous allez pouvoir mincir ou rester mince.
Alors, elle introduit cette notion de calories, une unité à surveiller. Le livre est un succès mondial. Mondial, 2 millions d'exemplaires. Il est traduit dans plus de 25 langues. C'était quoi le titre du livre ? Je me rappelle plus. C'était un truc en anglais, mais en gros, les calories sont la clé. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Lulu Hunt Peters. Ouais. Voilà. Elle, c'est l'ancêtre, la pionnière de cette notion de régime à faire pour perdre du poids quand même. Cette notion de régime à faire pour perdre du poids et cette idée que maigrir ou contrôler sa silhouette serait une question de discipline. C'est elle qui va moraliser la prise alimentaire. Ce qui fait qu'on se sent coupable aujourd'hui parfois quand on mange certains types d'aliments, c'est né de cette idée. Des Lulu Hunt Peters, vous allez en avoir toutes les décennies. Vous savez, vous en connaissez forcément des médecins à la mode qui vendent des régimes. Oui, alors après, mais je ne savais pas quel était l'ancêtre. Ça, c'était, c'est elle qui va inaugurer ce que vous appelez, vous, le discours culpabilisant. Exactement, la culture des régimes. Donc, elle va poser tous les éléments de la culture des régimes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette culture des régimes ? Il y a l'idée de compter les calories, il y a l'idée des bons et des mauvais aliments, il y a l'idée des bons et des mauvais moments pour manger. Et puis, il y a aussi l'idée que les personnes minces sont des personnes qui ont su faire preuve de discipline. Et donc, forcément, à contrario, les personnes grosses seraient des personnes immorales. Donc, il y a cette moralisation de la prise alimentaire qui arrive avec son livre et qui va nous hanter encore aujourd'hui. Alors, deuxième élément, pour vous, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Alors que vous combattez, vous dites que c'est une mesure discriminante et inadaptée. Tout à fait. Déjà, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que l'IMC ? L'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est le fruit d'une formule qui a été inventée par un statisticien belge en 1832 qui s'appelle Quetelet. C'est antérieur à Lulu, dites donc. Ça date, et c'était même pas dans la médecine, c'était des statistiques mathématiques. Il avait besoin de calculer une moyenne de population, à savoir une population qui était des hommes blancs belges de 1832. Donc datés, européocentrés et forcément avec des biais ethniques et de genre. Donc, si je le dénonce, c'est parce que cette formule mathématique, aujourd'hui, elle est utilisée par tous les médecins pour mesurer votre corporalité. Et finalement, c'est pas du tout adapté pour des corps différents de ceux des collègues de Quetelet. Si vous êtes une personne, mettons, afrodescendante ou asio-descendante, la formule n'est pas du tout adaptée. Si vous êtes une femme avec des cycles, avec des variations sur votre poids, pareil, cette formule ne va rien vous permettre de calculer. C'est trop mathématique, en fait. Mais en fonction des pays, ils n'adaptent pas le résultat de la formule ? Pas du tout. Ah non, non. C'est le même IMC que dans le monde entier. La formule est consacrée et universalisée. D'accord. Donc, il faut avoir un IMC, en gros, c'est quoi ? Entre 18 et 25, vous avez un poids qui est considéré comme normal. D'accord. À partir de 25, vous êtes en surpoids. À partir de 30, vous êtes considéré comme obèse. Et après, il y a plusieurs catégories d'obésité. Alors, il est quand même un peu remis en cause, l'IMC. Mais vous posez une question. Pourquoi continuer à utiliser cette référence qui est biaisée en matière d'alimentation ? Oui. En fait, cette question, elle est pertinente parce que, d'une part, on sait très bien, il existe plusieurs chercheurs qui critiquent l'IMC, plusieurs médecins qui disent que l'IMC tout seul, ça suffit pas. Il faut par exemple mesurer le tour de taille, il faut par exemple prendre le rythme cardiaque, prendre en compte aussi beaucoup d'éléments environnementaux, questionner le comportement alimentaire. Enfin, en fait, il existe des scientifiques qui sont nombreux et nombreuses à dénoncer cela. Malgré cela, on continue à l'utiliser, d'une part, parce que c'est pas cher. Calculer une formule mathématique, c'est facile. Vous avez la calculette chez le médecin, c'est fait en 2 secondes. Alors que tout le reste, ça prend du temps, de l'argent, donc forcément, c'est déjà moins évident. Et puis, d'autre part, c'est aussi quelque chose de très capitaliste, dans le sens où finalement j'arrive avec mes grands cheveux. J'adore. C'est très capitaliste, pourquoi ? Parce que ce qui fait que l'IMC a été habilité et que les médecins s'en servent autant, c'est même pas qu'un médecin l'a trouvé utile, c'est avant tout que les compagnies d'assurance américaines ont trouvé ça hyper pratique de s'en servir, parce que ça leur a permis d'éviter de poser des questions qu'ils n'ont pas le droit de poser à leurs assurés, telles que le rythme cardiaque, le taux de cholestérol, etc. Là, on calcule et on considère qu'au-dessus de 25, les gens ne sont pas éligibles à l'assurance. En d'autres termes, les personnes grosses n'ont pas besoin d'être couvertes. C'est de là que ça naît. Et évidemment, plus tard, les médecins vont trouver ça très pratique, mais je crois qu'il est aujourd'hui urgent de questionner toutes les personnes qui restent au banc de cette surutilisation de l'IMC. Alors, vous expliquez que dans notre société aujourd'hui, les corps minces sont surreprésentés partout, tout le temps.
à la télévision, même si ça a quand même un tout petit peu changé. Hein. Un tout petit peu, mais ça va très très lentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez un magazine, vous ouvrez vos réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit le cinéma, que ce soit les campagnes d'affichage, vous voyez toujours le même corps. C'est toujours la même personne. La personne fait maximum du 36-38, elle a une police, elle a les dents blanches, elle a les cheveux parfois éternellement longs, mais en tout cas toujours avec un minimum de matière. Vous avez toujours ce même corps avec lequel on est matraqué. Et statistiquement, c'est pas possible que toute la population ressemble à ça. Donc si vous ressemblez pas à ça, vous avez aucune chance de vous identifier, quel que soit le contenu culturel que vous consommez. Et ça, c'est pas sans impact. Cette surexposition, expliquez-vous, est toxique, elle nous empêche de vivre au présent et nous coince entre la nostalgie du passé quand j'étais jeune et mince et le fantasme du futur quand j'aurai maigri. Oui, en fait, l'injonction à la minceur, elle a quelque chose de très pratique, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on ne sera heureuse ou heureux que si on est mince. Et donc à partir de là, tout est à reporter à plus tard. C'est quand j'aurai réussi à maigrir et quand j'aurai réussi à faire ci et ça, je pourrai m'autoriser à faire ci et ça. Donc j'ai plein de personnes que j'accompagne qui me disent je ne m'autorise pas à aller à tel mariage parce que je ne rentre pas dans la robe de telle taille, ou je ne m'autorise pas à organiser une fête d'anniversaire parce que j'ai peur qu'on me regarde et j'ai pas le corps que j'aimerais avoir. Et en fait, finalement, cette injonction, elle permet de postponer beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, y compris moi-même lorsque j'étais concernée, ne vivent pas au présent. Et c'est un peu triste. Parce que si on ne profite pas de ce qu'on a aujourd'hui, ici et maintenant, la vie peut passer très vite comme ça. Et pourtant, la minceur n'est pas la solution miracle à nos problèmes. Non, bien sûr. Même si on le pense parfois. On pense que... On le pense souvent. On pense que peut-être plus mince, on serait plus heureux. On le pense très souvent et on fait plus que le penser. C'est un message qui est distillé de façon subliminale, directe et indirecte par absolument tous les contenus qu'on peut consommer. Il y a cette idée de minceur bonheur. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce que le fait de maigrir ne va pas forcément réparer vos problèmes financiers, ou ne va pas forcément réparer vos problèmes relationnels, ou ne va pas non plus réparer vos problèmes... si, après, vous serez tellement mince que votre femme, elle va revenir. Ça, c'est ou votre mari va revenir. Ça, c'est un roman. Non, c'est un roman qui nous... mais ça, on nous raconte ça toute la journée. Que, attention, le meilleur moyen de le garder, c'est de garder la ligne. Mais c'est pas vrai. Si vous êtes avec quelqu'un qui menace de s'en aller, c'est pas ça le problème. Peut-être que ce serait intéressant de regarder ce qui se passe vraiment. Ouais, mais pourtant, c'est l'histoire qu'on raconte. On en rigole, mais c'est cette histoire-là qui se raconte. C'est que finalement... perdre du poids, ça peut être une solution à beaucoup de problèmes. On considère que perdre du poids, c'est une solution à tout. C'est-à-dire que si, par exemple, les sièges dans les transports en commun ne sont pas adaptés à votre corpulence, vous vous dites qu'il faut maigrir. Si vous ne trouvez pas d'habits à votre taille dans un magasin, vous vous dites qu'il faut maigrir. C'est hyper simple. C'est génial pour ça, l'injonction à la minceur, parce qu'à aucun moment, on se dit que les infrastructures sont inadaptées ou que les industries textiles sont grossophobes. Non, on se dit que c'est nous le problème. Et ça, c'est un message très fort qui est porté par ce que j'appelle la culture des régimes, mais aussi l'industrie de la minceur. On nous vend des régimes chaque année depuis Lulu Peters. Et finalement, c'est quand même hyper lucratif. L'industrie de la minceur aujourd'hui en France, c'est 3,5 milliards de bénéfices par an. On est à 117 € la minute. Donc il y a une industrie qui a intérêt à ce qu'on pense que minceur égale bonheur. Et vous vous inscrivez dans cette logique ? Absolument. Ou pas ? Non, pardon, la logique de la critiquer. Excusez-moi, j'ai mal compris la logique de la critiquer. Oui. D'accord. Moi, je pense qu'on peut être gros ou grosse et heureuse. Et mon invité, c'est Zina Mebkout ce matin, qui publie Manger sans culpabiliser aux éditions Solar. Vous accompagnez aujourd'hui des gens qui souffrent de troubles alimentaires aujourd'hui, et vous vous servez de votre propre expérience parce que vous êtes passé par là. On a commencé à raconter votre histoire, premier régime à l'âge de 8 ans, mais vous avez passé 20 ans vous sous régime, et un jour, alors vous avez trouvé une solution miracle. J'adorerais. Je crois pas en la solution miracle. Pensiez-vous ? Ah oui, ça c'est vrai. C'était vous faire vomir. Ouais. Et vous arriviez à contrôler votre poids en vous faisant vomir. Oui, absolument. Jusqu'à la mauvaise foi. La fois où ça vous a conduit à l'hôpital. Absolument. Ouais. Et à ce moment-là, vous êtes remonté, vous avez repris le contrôle de votre poids ? Non, bien au contraire. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis fait un très beau cadeau, c'est que j'ai lâché prise. Et vous avez libéré votre cerveau de l'obsession alimentaire. J'ai libéré mon cerveau de l'obsession alimentaire, je me suis libérée de l'obsession que constitue l'injonction de la minceur, et j'ai pu guérir.
Oui, c'est important parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le trouble de la conduite alimentaire est avant tout un problème d'ordre psychologique. On regarde les conséquences physiques, mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête des personnes. Vous vous levez le matin, vous vous demandez ce que vous allez petit-déj. Vous vous demandez si c'est OK de manger ça ou ça. Vous y pensez toute la journée. Vous commencez à avoir faim, vous vous demandez si c'est OK de manger. Et finalement, toute votre journée tourne autour de ça. Parfois, vous allez vous priver d'événements sociaux pour éviter de craquer. Je mets le craquer entre guillemets. C'est trop compliqué. Ça crée une charge mentale énorme, ça prend toute la place dans le cerveau. Et donc oui, j'étais mince, mais mon cerveau était complètement matrixé par toutes ces règles que j'essayais de suivre tout le temps. C'est d'autant plus compliqué que ces règles, elles changent tout le temps. Un jour, vous avez la décennie où on vous dit que le gras, c'est pas bon. Puis l'autre décennie où on vous dit que le sucre, c'est pas bon, mais il y a des bons sucres. Le gras, c'est pas bon, mais il y a des bons gras. Et puis finalement, il faut manger des céréales, mais il faut pas manger trop de céréales parce que ça contient je sais pas quoi. Ça change tout le temps. On vous dit aussi qu'il faut faire 3 repas par jour. Puis un jour, on vous dit non, il faut faire 6 ou 7 micro-repas. L'important, c'est de jamais avoir faim. D'autres jours, on va vous expliquer qu'il faut jeûner. Maintenant, on est passé à l'ère du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, là, c'est la mode dans ce moment. Donc, on va vous expliquer que ne pas manger de telle heure à telle heure. Mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir... Ça revient à quoi ? Vous allez être dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. La restriction cognitive, c'est ce mécanisme qui vous fait exercer cognitivement, donc avec votre cerveau, peu importe que vous craquiez ou pas, peu importe que vous mangez ou pas, cognitivement, à partir du moment où vous êtes dans l'idée qu'il faut se restreindre, que vous êtes dans l'idée que manger c'est pas bien, que vous êtes culpabilisé, il se passe ce truc vraiment pas sympa avec la nourriture. Vous y pensez tout le temps parce que vous en avez envie. C'est normal. Vous faites un schéma d'ailleurs qui explique bien. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Je cherchais le schéma là. Je peux vous le résumer rapidement. Il y a 4 mots, donc ça va. Il y a 4 mots. Bon. Le premier mot, c'est restriction. Donc vous mettez au régime, vous vous levez un lundi matin en vous disant bonne résolution, j'y vais. Donc, vous êtes dans la restriction, l'interdiction. Les interdits, c'est sexy. Il suffit de voir avec vos ados, avec vos enfants, quand quelque chose est interdit, ça donne envie à l'enfant de le faire. C'est normal. C'est un penchant humain tout à fait naturel. L'interdit, c'est sexy, vous avez envie, vous avez très envie, et vous luttez contre vos envies, vous finissez par craquer. Donc, on passe de la restriction à la consommation. Consommation/compulsion. Parce qu'en fait, vu que vous vous êtes privé et que vous êtes persuadé que vous allez vous repriver le lendemain matin, là, vous êtes dans le foutu pour foutu. C'est la fameuse boutique où tout doit disparaître. Vous mangez dans des quantités du dernier jour du condamné à mort, quoi. Et vous pouvez vous mettre dans des états qui, physiquement, vont vous mettre mal, mais en tout cas, psychologiquement, que vous craquiez ou pas, vous n'allez pas être bien. Vous allez culpabiliser. Et à ce moment-là, vous allez passer à ce moment de culpabilisation, d'autoflagellation. Vous allez vous dire, c'est pas bien, j'ai trop mangé, je vais jamais y arriver, je manque de discipline, etc., etc. Et donc à ce moment-là, vous allez vous dire que demain matin, vous reprenez les efforts, demain matin est un autre jour, et vous vous remettez en restriction. Alors vous expliquez, parce que ça c'est intéressant aussi, je l'ai appris dans votre livre, comment on rendait les victimes responsables de leur propre malheur. Ouais. C'est un phénomène qu'on appelle le victim blaming. Ouais, c'est ça, exactement. Qui c'est qui a inventé ça, le victim blaming ? Vous vous souvenez ou pas ? J'ai plus le nom par cœur, mais on doit ça à une sociologue féministe qui a eu cette super idée d'expliquer ce concept d'inversion de la charge. C'est, si vous voulez, quand une personne qui a souffert d'une agression, on va lui demander à quelle heure il était, quelle était la longueur de sa jupe, on va essayer de charger la victime, de remettre une inversion de responsabilité sur la victime. Et en termes d'alimentation, ça se traduit comment ? C'est ce que j'allais dire, ça s'applique aussi sur la culture des régimes qui est très culpabilisante. Aujourd'hui, si vous faites un régime, s'il marche, vous allez remercier l'inventeur du dit régime. S'il marche pas, c'est de votre faute. Donc c'est génial parce que les personnes qui proposent des régimes qui sont vains et qui n'ont aucune chance de fonctionner ne sont jamais inquiétées, puisque de toute façon, on vous culpabilise. De toute façon, vous allez penser que vous manquez de discipline, vous allez vous auto-flageller, vous allez vivre une mésestime de vous-même. Et vous expliquez, et ça vous le répétez quand même plusieurs fois dans votre livre, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas vous, ce sont les régimes qui ne sont pas faits pour fonctionner. Se restreindre, pour tout être humain, ça ne peut pas fonctionner à terme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous pouvez perdre du poids à court terme et vous allez être très contente sur le coup. Ça dure quelques mois, au max quelques années. Les études montrent que vous reprenez tout dans les 5 ans la plupart du temps. Quand c'est pas le cas, les rares fois où c'est pas le cas, il y a souvent un trouble alimentaire avec une restriction très forte. Du coup, vous vous mettez en danger en termes de santé, mentale et physique. Parce que quand vous reprenez le poids, vous êtes en échec.
Et cette sensation d'être en échec en continu, c'est hyper dur psychologiquement. Ça peut mettre à mal la santé mentale. Et puis c'est aussi dur physiquement de faire des yo-yo tout le temps. Au bout d'un moment, ce qu'on appelle votre poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids auquel vous êtes naturellement, sans vous gaver ni vous affamer, il finit par bouger. Vous, c'est l'objectif. Ouais. C'est d'accompagner les personnes jusqu'à leur poids d'équilibre. C'est ça. Mais qui n'est pas forcément un poids où on est mince. Oui, alors mon objectif, c'est avant tout d'accompagner les personnes vers un bien-être mental. C'est ça ma priorité. Mais il s'avère qu'effectivement, quand on mange sans se gaver ni s'affamer, en écoutant ses sensations, ses intuitions, sa faim, sa satiété, on arrive à ce qu'on appelle un poids d'équilibre et on se stabilise. Pourquoi parlez-vous dans votre livre d'un combat féministe alors que finalement les hommes aussi font attention à leur poids ? L'injonction à la minceur, elle est d'abord déclinée au féminin. Vous avez raison, on vit dans une société de l'image et tout le monde, tout genre confondu, toute morphologie confondue, est amené à se prendre la tête sur son apparence physique. Il s'avère quand même qu'il y a des petites différences. Pour vous donner un exemple, rien que sur les enfants, si un enfant identifié comme une petite fille a un bon coup de fourchette... Non, pardon, je vais le dire dans l'autre sens. Je vais plutôt commencer par les petits garçons. Si un petit garçon a un bon coup de fourchette, tout le monde va être content à la maison. Ah, il a un bon appétit, il est en bonne santé, il est fort, c'est chouette. Et on est ravis et tant mieux. Alors que quand c'est une petite fille, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Parce qu'une petite fille qui mange bien, c'est une potentielle petite grosse. Une petite grosse, c'est une potentielle grande grosse. Et une femme grosse, c'est une femme qui potentiellement ne se casera pas, ne fondra pas de... Enfin, il y a une inquiétude très très forte. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas la même chose, la petite grosse et le petit gros. Oui, c'est pas la même chose. Pour vous donner un exemple sur les adultes, je cite dans mon livre une étude de l'Organisation internationale du travail. À compétences égales, une femme mince a 8 fois plus de chances d'obtenir un poste qu'une femme grosse. Tu as expliqué pourquoi notre société est grossophobe. Tout à fait. Et comment ça se traduit en termes de discrimination. Exactement. Et sur le marché du travail, on a cette étude qui montre que sur les femmes, c'est 8 fois plus de chances. Pour les hommes, ça existe aussi, la grossophobie à l'encontre des hommes, malheureusement aussi, mais c'est 3 fois. Le ratio n'est pas le même. C'est que la grossophobie, c'est pire que l'âge. Enfin, ouais. en termes de discrimination, enfin moi je le vis en entreprise, je peux vous dire, c'est on a presque, il y a plus de discrimination pour les personnes qui sont en situation de surpoids que les personnes qui ont un âge avancé. Dans le monde du travail. Je pense que nous vivons dans un monde discriminant quoi qu'il arrive et qu'à partir du moment où vous ne correspondez pas aux standards, ça devient très compliqué. Si vous êtes gros, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas un homme, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas jeune, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas riche, c'est compliqué, etc. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple pour les autres. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais que les complications peuvent se cumuler. Donc si vous êtes gros et vieux, là c'est... Vous proposez votre propre définition du mot grossophobie. Alors expliquez-nous quelle est votre propre définition. Avec plaisir. Ouais. Pour les auditeurs et les auditrices, qu'on sache, aujourd'hui, la grossophobie, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire en 2019. C'est récent, c'est super récent. Ouais. Il existe depuis les années 70, mais il est rentré dans le Petit Robert en 2019. Donc ça met du temps sur ces questions. Aujourd'hui, c'est défini comme la discrimination à l'encontre des personnes en surpoids et en obésité. Voilà, c'est ça la définition. Je la trouve... elle a le mérite d'exister, mais je la trouve pas assez complète. Moi, dans mon livre, je propose une autre définition, qui est la définition étymologique, grossophobie, c'est la peur de grossir. Nous sommes toutes et tous concernés par la peur de grossir. Nous sommes élevés dans la peur de grossir. C'est tant le pédiatre qui va mettre une pression à une maman qui vient d'accoucher en lui disant de surveiller la courbe de son bébé, que dans la vie de tous les jours, attention à votre cholestérol, attention au mauvais sucre. Tous ces discours alimentent cette peur de grossir comme si grossir, c'était la pire chose qui puisse nous arriver. Et je donne un exemple dans mon livre, pendant la période de Covid, où il y avait énormément de discours grossophobes, alors même qu'on était en pleine pandémie internationale, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, et pour lequel, à l'époque, nous n'avions pas encore de vaccin. Donc, je trouve qu'il y avait quand même des choses beaucoup plus inquiétantes que l'idée de prendre quelques kilos en restant à la maison. Et bien, cette peur, elle a été entretenue. On avait évalué le nombre de kilos que les gens avaient pris pendant Il y a eu une étude avec des titres. Donc, l'étude a publié que les Français avaient pris en moyenne 2,5 kg. Tous les journaux ont titré à leur une, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg. J'ai pris cette étude, forcément le sujet m'intéresse. Je me suis rendu compte que 2,5 kg, c'était la moyenne des 57% de personnes qui avaient répondu oui à la question « Est-ce que vous avez grossi pendant le confinement ?»
Ça veut dire que les 43% autres avaient répondu non. Ça veut dire que c'était pas la moyenne des Français. C'était la moyenne de ceux qui avaient grossi. Alors, parmi ceux qui ont grossi, il y a 2,5 kg. Mais il y en a beaucoup qui étaient en dessous. Et prendre 1 ou 2 kilos quand vous êtes enfermé chez vous pendant 6 mois à pas savoir de quoi demain sera fait, bon, il y a quand même des choses plus graves. Quoi. Vous parlez d'une grossophobie systémique. Oui, absolument. Notre société est organisée pour rejeter les gros. Il n'y a pas de matériel médical adapté pour prendre en soin les gros. Il n'y a pas vous avez des bracelets pour prendre la tension qui sont trop courts. Vous avez des appareils pour faire des IRM, pour faire des radios qui sont trop étroits. Vous avez dans les transports en commun des sièges qui ne sont pas adaptés. Il y a un ensemble de choses. S'habiller, c'est compliqué. Une personne grosse aujourd'hui, dans son quotidien, elle peut vivre l'enfer, et cet enfer, il est institutionnalisé. Et vous dites que c'est un problème sociétal et politique. Tout à fait. Politique pour tellement de raisons. Aujourd'hui en France, les personnes grosses, c'est au moins 12 millions de personnes. On les voit jamais. On les voit pas à l'Assemblée nationale, on les voit pas dans les films qu'on regarde, on les voit nulle part. Il y a beaucoup de personnes grosses qui n'osent plus aller chez le médecin parce qu'elles se font discriminer, elles subissent de la grossophobie médicale, on les humilie, on leur fait du victim blaming, maintenant qu'on vient de définir le terme. Et finalement, au bout d'un moment, elles n'ont plus confiance, elles ne retournent pas chez le médecin, et certaines s'isolent chez elles, sans soins, et parfois éloignées du marché du travail. C'est pas comme ça qu'on va lutter contre l'obésité, pour reprendre le terme consacré. Et Zinabeth Couté, mon invité ce matin pour parler de Manger sans culpabiliser aux éditions Solar. Vous définissez beaucoup de termes, mais c'est important de pouvoir définir de quoi on parle. Vous dites qu'il n'y a pas que il y a d'autres modèles qui existent aujourd'hui que cette culture des régimes. Il y a un modèle que vous nous présentez, qui est un modèle, là aussi, à mon avis, anglo-saxon, Health at Every Size. Oui, la santé à toutes les tailles. Ça veut dire que finalement, le poids n'est pas forcément un indicateur de santé. Ou que le poids peut être un indicateur, mais parmi une multitude d'autres. Ah, vous êtes plus raisonnable là. En fait, ce que j'explique et qui me paraît important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la médecine occidentale a une approche beaucoup trop pondérocentrée. C'est-à-dire que tout est focusé sur le poids. Vous arrivez chez le médecin pour quelque chose qui n'a probablement rien à voir avec votre poids, et si vous êtes une personne grosse, il y a des chances qu'on vous mette au régime. Dans mon exemple personnel, lorsque je souffrais de troubles alimentaires, j'ai senti que ma prise en charge variait en fonction de ma morphologie. Si j'étais mince, on me disait que ce que j'avais, c'était pas si grave et que c'était juste les complexes d'une petite nénette mignonne et que ça allait passer. Et si j'étais grosse, par contre, on me mettait au régime. Ce qui ne réglait pas mon problème de trouble alimentaire. Ça venait au contraire alimenter une obsession que j'avais déjà pour le fait de compter les calories. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réhabiliter une définition beaucoup plus large de la santé qui existe, qui n'est pas la mienne, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, qui est de dire que la santé, c'est de viser un état de bien-être physique, mental et social. Aujourd'hui, si vous avez par exemple mal au genou, que vous allez chez le médecin, ça peut être intéressant de questionner tout et de pas simplement vous prescrire un régime en vous disant pour alléger votre genou, il suffit de maigrir, mais de questionner le comportement alimentaire. Si pour ne plus avoir mal au genou, vous allez faire un régime extrêmement restrictif qui va vous priver d'avoir des moments de repas avec vos proches, donc là on sacrifie le bien-être social, qui va vous priver d'un bien-être mental, puisque vous allez calculer les calories toute la journée, vous avez un bien-être physique, mais il est partiel. Et c'est pas ça la définition de la santé. Donc l'idée, c'est de proposer une définition de la santé inclusive, toute morphologie confondue. Alors, dans votre livre, vous nous présentez une méthode qu'on appelle l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que c'est ? L'alimentation intuitive, c'est une approche qui a été fondée par 2 diététiciennes américaines en 1995, qui ont eu le courage de constater que les régimes restrictifs ne fonctionnaient pas. Enfin, d'ailleurs, les régimes tout court ne fonctionnaient pas. L'idée de se restreindre, de restreindre son alimentation, comme je l'ai expliqué, elle est vouée à l'échec. Donc, passer ce constat courageux, l'idée, c'est d'accompagner les personnes vers ce qu'elles avaient à la base. En fait, c'est ça qui est triste, Philippe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, si vous observez bien les enfants, nous sommes toutes et tous faits pour manger selon nos signaux de faim, de satiété. Le corps est très bien fait. Aujourd'hui, on mange pour vivre. Donc, ce besoin, il est signalé par la faim, et vous savez qu'il faut vous arrêter à satiété, mais il est motivé aussi par le plaisir. Enfin, vous le savez,
On le sait de moins en moins. On le sait de moins en moins. En fait, voyez, tout ce discours culpabilisant fait qu'on ne sait plus, alors qu'en réalité, à la base, on sait. Si vous observez un bébé, ça arrive qu'il ne termine pas son biberon, qu'il reste 1 ou 2 gorgées. On se demande pourquoi il s'est arrêté là, mais lui, il sait pourquoi il s'est arrêté là. Enfin, il ne le sait pas de façon consciente. Ce qu'on vise, c'est que les êtres humains puissent manger de façon naturelle et pas conscientisée, pas cérébralisée. Vous avez faim, vous mangez. Vous avez envie de manger, cette envie, peut-être qu'elle vient répondre à un besoin important. Vous déculpabilisez. Donc vous avez faim, vous mangez. Vous avez faim, vous mangez. Mais parfois, il n'y a pas que la faim. Parfois, il y a une envie de manger. Parfois, vous allez avoir envie de votre gâteau préféré de quand vous étiez petit parce que vous avez un petit coup au moral. Si vous avez là, vous n'avez pas faim, c'est une envie. Là, c'est une envie, mais les envies ne sont pas moins importantes que la faim. Une envie, un besoin de réconfort, ça vient nous dire quelque chose sur votre état de santé mentale à ce moment-là. En quoi cette alimentation intuitive n'est-elle pas un régime déguisé ? Parce que là, l'objectif, la grande différence entre l'alimentation intuitive et les régimes, c'est que l'objectif ici, ce n'est pas de maigrir, mais c'est de guérir. D'accord. Alors, vous nous expliquez les grandes lignes de votre approche ? Oui, rapidement, cette idée de se reconnecter à soi, d'écouter ses sensations. Et c'est valable pas forcément que pour les sensations de faim ou les sensations physiques, c'est valable aussi pour nos émotions. J'ai tout un chapitre dans mon livre. Manger ses émotions. Oui, on parle beaucoup de manger ses émotions. Mais en fait, tout le monde le fait et c'est génial. Aujourd'hui, vous avez une bonne nouvelle à fêter, vous allez acheter une bouteille, vous allez acheter un gâteau, tout le monde le fait, sans avoir forcément de troubles alimentaires. C'est assez chouette de pouvoir avoir du plaisir en mangeant et de marquer ce plaisir. Le problème, c'est quand vous y avez recours systématiquement. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est important d'aller écouter ce que vos émotions vous disent. Parce que vos émotions, ce sont des signaux également. Donc, apprendre à s'écouter de façon globale, physiquement et mentalement. Vous nous proposez de pratiquer la PIM. La permission inconditionnelle de manger. Absolument. En fait, souvent, quand je parle de mon travail aux gens, il y a un espèce de vertige, et je comprends très bien pourquoi, qui consiste à me répondre « mais si je mange tout ce que je veux, je ne vais jamais m'arrêter ». Si je mange sans faim... C'est ce que j'aurais tendance à vous dire. Mais oui, mais bien sûr, mais tout le monde pense ça, et c'est normal, Philippe, je comprends. Mais en fait, c'est pas vrai. Essayez, faites l'exercice. Il y a un des exercices qui est proposé, qui est de manger votre aliment préféré tous les jours à la même heure, sans limite. Franchement, au bout d'un moment, vous en aurez marre. Je sais pas, qu'est-ce que c'est votre aliment préféré, Philippe ? Enfin, moi, c'est pas très rigolo, c'est l'artichaut. Alors, mais c'est très bon, les artichauts. J'aime les asperges, l'artichaut et l'avocat. Alors là, vous voyez, franchement... très vert. Vous avez un pull vert, en plus. Oui, j'ai un pull vert. Et après, c'est les endives et le fenouil. Alors, je suis pas très rigolo, en fait. Ok, mais mettons, vous mangez des artichauts toute la journée, pendant 3 jours. J'aimerais tellement. Alors, je manger le cœur, parce que le problème de l'artichaut, c'est que le vrai cœur, celui mais en fait, si vous mangez que ça, et rien d'autre, et que vous variez pas, vous en aurez marre. Non, je sais. Oui. Même les asperges, pas vrai. Je sais que j'aime ça parce que il y a des saisons. Tout s'arrête et se confronter au fait qu'on est capable de s'arrêter, ça peut être très réparateur pour les gens. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de ceux qui aiment bien débattre. Ils vous disent oui, mais c'est pas une raison pour manger des produits ultra transformés. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je comprends. En fait, il y a quelque chose que j'aime bien répéter, c'est que le fait de manger, si vous voulez, c'est un acte qui est très fort, qui est aussi un acte social, qui est aussi un acte culturel. Et je crois qu'il est important de prendre en compte tout ça avant d'avoir des discours jugeants sur l'alimentation des gens. Bien sûr que de la nourriture ultra transformée, c'est pas super. Je vous entends sur les produits transformés, les perturbateurs endocriniens. Admettons par exemple que mon produit préféré, ce soit le granola. Ouais. Je prends au hasard le granola, puis il faut en citer 3. Le granola fait maison là avec Non, le granola, c'est les gâteaux. Les biscuits industriels. Alors sinon, on peut citer les pépitos et les barquettes 3 chatons. Les sneakers. Bon. Peu importe. Les sneakers. C'est bon les sneakers. Voilà. Bon, donc admettons. Ouais. Comment on se positionne par rapport à ça ? Parce que là, on est quand même dans du produit ultra transformé. Je vais avoir un discours un peu provocateur. Vous en mangez autant que vous voulez. Je m'explique. Si vous vous interdisez d'en manger, le sneakers ou le granola va être très sexy. Vous allez en avoir envie tout le temps. Vous allez y penser. Vous allez en avoir dans votre placard ou dans votre tiroir le jour où il y a un souci. Vous allez avoir une consommation beaucoup plus importante que si vous vous autorisez. En fait, un des aspects presque magiques de l'autorisation inconditionnelle de manger, c'est que l'aliment interdit perd de son attrait. Si vous voulez moins en manger à terme, il vaut mieux vous autoriser inconditionnellement à le manger. Mais comment vous l'appliquez au quotidien ? Expliquez aux gens comment ça marche dans la vraie vie.
Vraiment, dans la vraie vie, Donc, ça paraît simple, il mais c'est très compliqué. Il n'y a pas d'aliments interdits. Il n'y a pas d'aliments interdits. C'est ça qu'il faut Il n'y comprendre. a pas d'horaire interdit. Il n'y a rien d'interdit. Donc, mais comment on fait concrètement pour au début, mettre en place ces dur. repas? C'est hyper dur, surtout quand on s'est privé toute sa vie, quand on a été biaisé par toutes ces règles. Donc évidemment qu'au début, c'est un peu vertigineux. On va faire des erreurs, il va y avoir des compulsions, il va y avoir des moments où on va flipper. Tout ça, c'est normal. Mais l'idée, c'est de s'écouter. Est-ce que là, j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je sens que j'ai faim. J'arrive pas à savoir si j'ai faim. À la première bouchée, j'arrive à voir. Est-ce que je salive? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens un soulagement? C'est de la faim. Bon, ça, c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, c'est pas de la faim. Je sens un écœurement, je peux m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je suis sur les nerfs. Je me suis disputée avec Trucmuche ce matin. Je vois bien que j'ai besoin de terminer ce paquet là de granola, pour prendre votre exemple. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déposer, que vous pouvez essayer de comprendre. C'est ça l'approche thérapeutique. C'est venez, on regarde ensemble ce que manger veut dire. Le problème, c'est pas manger. Manger en soi, c'est quelque chose que tout le monde a besoin de faire. Et peu importe ce que vous mangez et la quantité dans laquelle vous mangez, tout ça nous donne des infos sur votre état de santé. L'idée, c'est de prendre soin de vous. Et parfois, prendre soin de soi, c'est manger son gâteau préféré. Mais une fois qu'on a ça, parce que vous dites peu importe ce que vous mangez et la quantité dans laquelle vous le mangez et à l'heure à laquelle vous le mangez. Bon, mais c'est hyper dur de déconstruire l'idée de contrôle. C'est dur, Philippe. Je sens que ça coince. Ouais. Maintenant que vous le dites, là, oui, ça coince. Mais je vais essayer sur les. Je comprends le principe. L'idée, c'est quand même de vous dégoûter finalement. Exactement. En fait, de vous dégoûter, oui, il y a un écœurement. Il y a un dégoûtage, parce que évidemment, si vous mangez 3 paquets de granola d'affilée... Vous le voyez plus pareil. Après, bien sûr, ça n'a plus de goût, ça n'a plus de même... Je donne l'exemple dans mon livre où je dis que j'ai fait cet exercice avec des fondants au chocolat d'une certaine marque de surgelé. J'ai mangé ça tous les jours. J'étais censée manger ça tous les jours pendant 10 jours. Au bout de quelques jours, je ne pouvais plus les voir en peinture. J'ai mis des années à en remanger. J'en ai mangé un l'autre jour, ça m'emmerdait un peu. Donc ça arrive. Vous n'avez pas retrouvé le... Non. Parfois, j'ai même été triste avec certains aliments. Alors, vous déconstruisez beaucoup d'idées reçues dans votre livre, notamment, parce que c'est un discours qui revient souvent en ce moment, si vous dites qu'on est drogué au sucre, qu'on est accro au sucre, et vous dites, non, on n'est pas accro au sucre. Non. Et vous dites que le sucre, c'est pas de la cocaïne. Non, c'est vrai. En fait, il y a une étude qui a été publiée par le CNRS de Bordeaux en 2007, qui est assez connue, qui a circulé partout, sur des rats. Ça vous dit quelque chose? Oui, non, mais c'est la fameuse étude qui disait que les rats, si on leur proposait de l'eau sucrée, machin, ils étaient plus attirés par le sucre. On leur mettait... ils avaient le choix entre du sucre et de la cocaïne. Ouais. Ils avaient été affamés pendant 12 heures. Même vous, sans être un rat, si vous n'avez rien mangé pendant 12 heures, il y en a un, c'est un aliment, il y en a un autre, c'est pas un aliment. Vous mangez l'aliment. Voilà, c'est normal que les rats, dans ces conditions-là, aient mangé du sucre. Maintenant, évidemment, dès qu'on leur a donné accès de façon illimitée au sucre et à la cocaïne, le sucre, ils se sont vite mis à le bouder, alors que la cocaïne, c'est tout l'inverse. Au début, ils n'en voulaient pas, ça les dégoûtait, puis à partir du moment où ils l'avaient consommé, là, il y a eu une addiction. Et même physiquement, si vous arrêtez le sucre, vous n'êtes pas dans l'état dans lequel ça peut vous mettre quand vous vous sevrez d'une drogue de synthèse, par exemple. Ce qui se passe là, ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, j'ajoute un modulo parce que c'est important, neurologiquement, il se passe quelque chose. Lorsque vous mangez du sucre ou du gras, ou les deux, il y a votre hormone du stress, qu'on appelle le cortisol, qui va baisser pendant les premières bouchées de ce que vous mangez. Vous allez ressentir un soulagement immédiat. Et c'est vrai qu'aller manger du sucre, ça peut être quelque chose de très anxiolytique. Donc ça arrive, bien sûr, que vous mangiez du sucre pour vous soulager. Et du coup, cette espèce de shot d'hyper plaisir que vous avez, ce shot de dopamine que vous ressentez en mangeant du sucre, vous donne l'impression que vous consommez une drogue, puisque le seul souvenir que vous avez à ce moment-là, c'est ça. Mais ce qui se passe par la suite dans une société comme la nôtre où on nous culpabilise de manger du sucre, c'est intéressant. C'est que vous allez avoir cette baisse de cortisol en mangeant votre élément sucré, et puis après, vous allez vous sentir coupable, vous dire que c'est pas bien, donc votre stress, il va remonter, sauf que neurologiquement, votre cerveau, il a enregistré que manger du sucre, c'était un bon moyen de le baisser, donc du coup, vous allez continuer à manger du sucre, mais sans gagner le bénéfice de la baisse du cortisol. Et vous êtes enfermé dans un truc où vous en mangez beaucoup, vous êtes écœuré, vous vous sentez pas bien, et vous avez une mésestime de vous. C'est ça qui se passe. C'est surtout la culture des régimes qui nous porte atteinte. C'est pas tant le sucre en soi. C'est la restriction et non pas l'addiction qui fait qu'on finit par manger de grandes quantités d'aliments. Tout à fait. Bon, la suite est dans votre livre. Voilà, vous l'avez, montrez-le. Là, tiens, voilà. Allez, montrez-le à la caméra, parce qu'en plus la couverture est particulièrement
Coloré. Voilà, coloré, voilà, c'est ça. Mais à votre image, Manger sans culpabiliser chez Solar, un livre politique et militant, et vous l'assumez. Merci beaucoup. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Zina d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Et si vous êtes à table, mangez sans culpabiliser. Oui.